Étude du régime sinusoïdal, loi des nœuds et des mailles. Je vais vous présenter dans cette vidéo la loi des nœuds et des mailles avec les outils mathématiques associés. 3.1 Étude en grandeur instantanée. Je vous présente ici un circuit que l'on appelle circuit RLC, donc constitué d'un condensateur de capacité C, au bord duquel vous aurez une tension UC, d'une bobine L, au bord de laquelle vous aurez la tension UL, et une résistance R, au bord de laquelle nous avons une tension UR. La résistance est de 1 kΩ. La bobine présente une inductance de 0,2 Henry. La capacité du condensateur est de 470 nanofarad. Et nous allons travailler une fréquence de 900 Hz. Pour cela, donc, l'ensemble est alimenté par une tension U, donc de fréquence 900 Hz, d'expression 5 sinus oméga t. Oméga, je vous rappelle, est égal à 2πf, donc 2π fois 900. Appliquons la loi des mailles en grandeur instantanée. Attention, lorsque j'écris en grandeur instantanée, toutes les grandeurs doivent être écrites en minuscules. Nous pouvons donc écrire une loi des mailles où la loi d'additivité des tensions, U est égal à UR plus UL plus UC. J'ai réalisé le montage et j'ai mesuré les différentes tensions, les différentes valeurs efficaces UR, UL, UC aux bornes des dipôles et nous allons échanger autour de ces valeurs. Je vous rappelle que U a une valeur max de 5 volts, que vous voyez donc sur l'écriture U est égal à 5 sinus oméga t, ce qui lui fait une valeur efficace de 5 sur racine de 2, c'est-à-dire de 3,53 volts. Ensuite, j'ai mesuré UR et j'ai trouvé UR efficace 2,8 volts, UL 3,16 volts et UC de 1,05 volts. Nous pouvons observer ici que si nous appliquons la loi des mailles à l'aide des valeurs efficaces, ça ne correspond pas. C'est-à-dire la valeur efficace de UR plus la valeur efficace de UL plus la valeur efficace de UC ne nous donne pas la valeur efficace de U. En conclusion, la loi des mailles ne peut pas s'appliquer en valeur efficace. Il en est de même pour la loi des nœuds qui ne peut pas s'appliquer en valeur efficace. Ce qui nous pose tout de même quelques difficultés. Donc comment peut-on appliquer la loi des mailles sans faire la somme des valeurs efficaces, puisque cela nous avons vu que ça ne fonctionnait pas. Eh bien, il va falloir trouver des outils mathématiques. Donc, deux outils mathématiques vont vous être présentés. Le premier va être les vecteurs de Fresnel, et le deuxième outil mathématique, les complexes. 3.2, vecteurs de Fresnel. Comme nous ne pouvons pas appliquer la loi des mailles et la loi des nœuds en valeur efficace, eh bien, nous allons utiliser un outil mathématique que l'on appelle les vecteurs de Fresnel. Donc, je vais vous prendre un petit exemple ici. Qui ne correspond pas au montage RLC. Donc nous avons une tension U1 qui est égale à 3 sinus oméga t et nous avons une tension U2 qui est égale à 4 sinus oméga t plus phi de U2 par rapport à U1. Eh bien, la tension U1, nous pouvons lui faire correspondre un vecteur que l'on appelle vecteur de Fresnel, dont les caractéristiques sont les suivantes. C'est ce qui est représenté ici. Ce que l'on appelle le module ou la norme du vecteur, c'est la valeur max sur racine de 2, c'est-à-dire que ça correspond à sa valeur efficace. Ensuite, nous allons avoir la phase, le déphasage de U1. Par rapport ici, nous allons prendre U1 comme référence, donc c'est phi de U1 par rapport à lui-même, ce qui nous donne 0 degré. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le vecteur U2. Je vous rappelle que le vecteur est écrit en majuscule avec une flèche au-dessus. Donc le vecteur est défini par sa norme ou son module. Donc c'est la valeur efficace, donc 4 sur racine de 2. Donc ce qui nous fait ici de 2,83 volts ou 2,83 cm si nous utilisons une échelle, etc. Et la phase phi de U2 par rapport à U1, qu'on appelle encore l'argument, eh bien ici ça pourrait être un certain nombre que je n'ai pas défini ici plus particulièrement puisque ce sont quelques généralités. Si nous traçons ces vecteurs, j'ai pris l'axe horizontal comme axe de référence, U1 présentant un déphasage nul, eh bien U1 va être à l'horizontale, et le vecteur U2 de longueur de 2,83 cm par exemple. Attention, ici mon schéma n'est pas à l'échelle, mais je vous conseille fortement de faire ces schémas à l'échelle, avec un angle phi de U2 par rapport à U1. Donc voilà comment est tracé un vecteur. Attention,
Comme je vous le disais, le dessin à l'échelle fortement conseillé. Ça évitera les différentes erreurs et puis ça vous permettra de contrôler vos résultats à l'aide du dessin. 3.3, loi des nœuds et des mailles à l'aide des vecteurs de Fresnel. Je vous rappelle que nous sommes aperçus que nous ne pouvions pas faire la somme des valeurs efficaces, tant au niveau de la loi des nœuds qu'au niveau de la loi des mailles. Pour cela, nous allons utiliser certains outils mathématiques et notamment les vecteurs de Fresnel. Dans la partie précédente, je vous ai présenté ce qu'était un vecteur de Fresnel. Maintenant, nous allons mettre en application les vecteurs de Fresnel dans la loi des mailles et des nœuds. Prenons ici un exemple d'un nœud dans lequel I1 et I2 arrivent au nœud et I3 repart du nœud. Nous pouvons écrire la loi des nœuds à l'aide des grandeurs instantanées. Donc I3 est égal à I1 plus I2. Comme nous pouvons écrire cette loi en grandeur instantanée, nous pouvons également l'écrire à l'aide des vecteurs de Fresnel. Vecteur I3 est égal à vecteur I1 plus vecteur I2. Il en est de même dans la loi des mailles, donc je vous présente ici un petit montage très simplifié, sur lequel vous allez avoir donc trois tensions. La tension U est égale à U1 plus U2 en grandeur instantanée. Comme nous pouvons l'écrire en grandeur instantanée, nous pouvons l'écrire à l'aide des vecteurs de Fresnel. U est égal à U1 plus U2 en vecteur. Exercice d'application. Nous allons reprendre notre schéma de la loi des mailles. Donc U qui est égal à U1 plus U2. U1 va s'écrire 3 racines de 2 sinus oméga t. Et U2 va s'écrire 5 racines de 2 sinus oméga t plus pi sur 6. Donc nous avons ici deux signaux sinusoïdaux, U1 et U2, de même fréquence, donc de même pulsation oméga. La valeur max de U1, c'est 3 fois racine de 2. La valeur max de U2, 5 fois racine de 2. Je vous rappelle que pour avoir la valeur efficace, on fait la valeur max divisée par racine de 2. Donc 3 fois racine de 2 sur racine de 2 nous donne 3 volts pour la valeur efficace de U1 et 5 volts pour la valeur efficace de U2. Je vous propose donc de réaliser ce petit défi qui est de déterminer la tension U. Je vous invite à faire pause et on se retrouve dans 5 minutes. Maintenant, le défi doit être résolu. 5 minutes se sont écoulées. Nous allons passer à la correction. Loi d'additivité des tensions. U est égal à U1 plus U2. Comme nous pouvons écrire cela en grandeur instantanée, nous pouvons l'écrire à l'aide des vecteurs de Fresnel. Donc U est égal à U1 vecteur plus U2 vecteur. Nous allons essayer dans un premier temps de donner les coordonnées polaires du vecteur U1. Donc la valeur efficace de ce vecteur ou la norme du vecteur va donc être égale à la valeur efficace de la tension, donc ici 3 volts, et la phase, comme nous prenons U1 comme référence, donc phi de U1 par rapport à U1, U1 pris comme référence, nous avons donc un déphasage de 0 degré. Nous allons faire de même pour U2, donc U2 va avoir une valeur efficace ou une norme de 5 ou une valeur efficace de 5 volts, et un déphasage phi de U2 par rapport à U1 de pi sur 6 radians. Nous allons tracer l'axe de référence donc horizontal, U1 présentant un déphasage nul par rapport à lui-même, puisque c'est lui qui est pris comme référence, enfin sa direction qui est prise comme référence. Donc voici le vecteur U1. Attention, le schéma ne sera pas à l'échelle. Par contre, je vous invite à le réaliser, vous, à l'échelle, et à déterminer les angles à l'aide d'un rapporteur. Donc vecteur U1. Ensuite, ici, je vais donner juste la direction de U2 à partir d'un angle de pi sur 6 ou encore de 30 degrés. Ensuite, je vais mesurer mes 5 cm pour mon vecteur, ce qui va me donner le vecteur U2, que j'ai donc ici, qui est représenté. Ensuite, les vecteurs, je les ai mis bout à bout, puisque je vais faire U1 plus U2, donc je fais une somme vectorielle, et l'ensemble va me donner U. Je définis donc l'angle que fait U par rapport à U1. Il me suffit pour cela de prendre la règle de mesurer la longueur du vecteur U. Dans ce cas-là, j'aurai donc sa norme qui correspond ici à 7,7 cm si j'ai fait le dessin à l'échelle, donc 7,7 volts. Ensuite, le déphasage phi de U par rapport à U1, j'ai trouvé un angle de 20,4 degrés, ce qui me fait 0,35 radians. Dans ce cas-là, donc le travail n'est pas terminé. Ici, j'ai les coordonnées
polaire. Je vais écrire ceci à l'aide de ma sinusoïde, donc 7,7 qui est la valeur efficace, donc fois racine de 2 pour avoir la valeur max. Donc 7,7 racine de 2 sinus oméga t plus 0,35. N'oubliez pas que dans sinus oméga t plus mon angle doit être en radian. 3,4 signaux sinusoïdaux et notation complexe. Il existe un autre outil mathématique que les vecteurs de Fresnel que l'on appelle les complexes. Nous allons donc utiliser ici la notation complexe. Je vous ferai à la fois un petit rappel et puis l'exemple d'application que l'on vient de faire, eh bien, nous le réaliserons à l'aide des complexes. Donc je vous rappelle que U1, c'est 3 racines de 2 sinus oméga t. Maintenant, comment traduire cette tension U1 sinusoïdale sous forme d'un complexe? Donc U1 complexe et U1 souligné. Vous voyez, souligné veut dire U1 complexe. Et un complexe est défini par son module, donc ici, qui va correspondre à la valeur efficace de la tension, donc module de 3 volts, et également à l'aide de son argument. L'argument, c'est le déphasage, en fait, de U1 par rapport à une référence, par rapport à l'axe des abscisses dans le plan complexe que je vous présenterai tout à l'heure. Ici, nous avons l'argument donc du complexe, pour ça que le U dans argument est souligné, c'est l'argument du complexe U1 égale 0 degré. Ce qui me donne U1 complexe, je vais l'écrire comme étant égal à U valeur efficace, cosinus de l'argument donc de phi, plus J sinus phi, ce qui nous fait 3 cosinus 0 plus J sinus 0. Attention, J remplace la notation I des mathématiques. La partie complexe en mathématiques est notée avec un I. Nous, ici en physique, nous la notons avec un J. Donc, ce qui me donne mon complexe U1 égale à 3 facteurs de 1 plus 0J, c'est-à-dire 3. Petit rappel sur les complexes. Donc, écriture en polaire et en cartésienne. Ici, je vous représente le plan complexe. Le plan complexe est constitué de l'axe des réels, qui se trouve en abscisse, et de l'axe des imaginaires, qui se trouve en ordonnée. Mon complexe Z, ici, ça va être un point. Il va avoir donc des coordonnées. Sur la partie réelle, je vais appeler A, et sur la partie imaginaire, je vais l'appeler B. Dans ce cas-là, mon complexe Z va donc s'écrire A plus BJ. Attention, le complexe Z s'écrit avec une petite barre en dessous, de façon à ne pas confondre avec son module, qui correspondra à la valeur efficace en électricité. Donc Z est égal à Z complexe est égal à A plus BJ, où A est ce que l'on appelle la partie réelle du complexe, et B, la partie imaginaire du complexe. L'argument de Z, c'est phi, qui est égal à arctangente de B sur A. Ensuite, le module de mon complexe. Donc je répète, mon complexe Z, constitué de A plus BJ, va être défini par son argument et son module. En ce qui concerne son module, soit je l'écris donc Z avec la barre en dessous, avec les deux barres sur le côté, qui veut dire module, ou encore Z tout court, avec rien autour, qui veut dire également module, et bien ça va être racine de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Tout simplement, le module, c'est cette longueur-là, qui apparaît en noir, là. Voilà, ça c'est le module du complexe. En fait, c'est la longueur que vous retrouvez avec Pythagore, tout simplement. Z est égal à racine de A carré plus B carré. Si nous voulons trouver la valeur de A et de B à partir de l'argument et du module, eh bien tout simplement, le complexe Z s'écrit module de Z, facteur de cosinus phi plus J sinus phi. Si maintenant, dans notre cas précédent, nous avons U2 qui vaut 5 racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 6. Dans ce cas-là, U2 complexe va être défini par la valeur efficace U2 qui vaut 5 ou 5 volts, donc phi qui est égal à l'argument du complexe U2 qui est égal à pi sur 6 radians. Dans ce cas-là, je vais essayer de trouver l'expression complexe de U2. Donc U2 complexe est égal le module donc
5 cosinus pi sur 6 plus j sinus pi sur 6, comme ce que vous avez à droite ici de l'écran. Maintenant, je développe. N'oubliez pas, ici, j'ai mis les angles en radians. Donc, mettez bien votre calculatrice en radians. Pour cela, nous obtenons 4,33 plus 2,5 j. Donc ça, c'est l'expression complexe. Je vous rappelle que u est égal à u1 plus u2. Comme j'écris cela en grandeur instantanée, je peux aussi l'écrire à l'aide des complexes. Donc u complexe est égal à u1 complexe plus u2 complexe. Alors u1 complexe, c'est 3. u2 complexe, c'est 4,33 plus 2,5j. Pour réaliser ce calcul, j'additionne les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles, ce qui me fait 7,33 plus 2,5j. En conclusion, je peux déterminer le module de u. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais je peux calculer le module de u, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, donc 7,33 au carré plus 2,5 au carré. J'ai un résultat qui me donne 7,75 volts pour la valeur efficace de u. En ce qui concerne l'argument de u, je vous ai dit que c'était phi qui était égal à arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. La partie imaginaire, c'est 2,5. Sur la partie réelle, 7,33, ce qui me donne un angle de 0,35 radians. 3.5. Loi des nœuds et des mailles à l'aide des complexes. Donc ici, je vais appliquer la loi des nœuds en grandeur instantanée. I1 plus I2 est égal à I3. Comme je peux écrire cela en grandeur instantanée, je peux aussi l'écrire à l'aide des complexes. Donc I1 complexe plus I2 complexe est égal à I3 complexe. De la même façon, si j'avais une loi des mailles à écrire, U est égal à U1 plus U2 plus U3. Je ne vous ai pas fait de schéma ici, mais vous comprendrez bien que nous pouvons faire U complexe est égal à U1 complexe plus U2 complexe plus U3 complexe. Je vous propose ici un petit défi qui, à partir de l'expression de I1, qui est égale à 3 racine de 2 sinus oméga t plus 0,2, et de l'expression de I2, 1,5 racine de 2 sinus oméga t plus 0,7, eh bien, le défi qui vous est proposé est de déterminer l'expression de I3 en grandeur instantanée. Petite astuce, bien sûr, il faudra utiliser les complexes. Je vous invite à faire pause et nous nous retrouvons dans 5 minutes pour la correction. Vous avez dû réaliser ce petit exercice. Maintenant, passons à la correction. I3, sachant qu'I3, bien sûr, c'est I3 max sinus oméga t plus un certain déphasage. Sachant que l'on applique la loi des nœuds, I3 est égal à I1 plus I2, je vais exprimer le complexe I1 qui correspond pour le module à la valeur efficace de I1, donc grand I1 égale à 3 ampères, et la phase ou l'argument qui est égal à, donc je vais l'appeler phi1 à 0,2 radians. Je fais de même pour I2, sa valeur efficace 1,5 ampères, et la phase que je vais appeler phi2 égale à 0,7 radians. Donc maintenant, je vais traduire ceci. I3 complexe, c'est I1 complexe plus I2 complexe, sachant que l'écriture de I1 complexe, donc le module 3 facteur de cos 0,2 plus j sinus 0,2, ce qui me fait 2,94 plus 0,60j. En ce qui concerne I2 complexe, est égal à 1,5 facteur de cosinus 0,7 plus j sinus 0,7, ce qui me fait un total de 1,15 plus 0,97j. Si maintenant nous revenons à notre loi des nœuds, I3 égale I1 plus I2 en complexe, I1 2,94 plus 0,6j plus I2 qui vaut 1,15 plus 0,97j. J'additionne les parties réelles entre elles, donc parties réelles qui sont 2,94 et 1,15 sont des parties réelles, alors que les parties imaginaires, ici,
sont 0,6 J et 0,97. Ce qui me fait donc un total de 4,09 pour la partie réelle, plus 1,57 J pour la partie imaginaire, que vous avez donc ici. Ce qui me donne, pour le module de I3, puisque maintenant que j'ai l'expression complexe de I3, il va falloir que je trouve le module, ainsi que son argument, puis ensuite réécrire l'expression de I3 en grandeur instantanée. Donc le module, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc 4,09 au carré plus 1,57 au carré, ce qui me donne 4,38 ampères. En ce qui concerne l'argument, l'argument du complexe I3 est égal à arc tangente de la partie imaginaire 1,57 sur la partie réelle 4,09. Dans ce cas-là, nous trouvons un angle de 0,37 radians. Ce qui veut dire que I va s'écrire 4,38, qui est la valeur efficace, fois racine de 2, pour obtenir la valeur max, sinus oméga t plus 0,37.